Figaro Live, il est 11h11, passé de quelques minutes. Bonjour à tous, nouveau chiffre du chômage attendu aujourd'hui, nouveau round de discussion demain entre patronat et syndicats. Et une question, croyez-vous que le chômage puisse un jour durablement baisser en France? Vous répondez par oui, vous répondez par non, vous répondez surtout sur Twitter, hashtag Figaro Live, hashtag les décrypteurs. Pour que chacun puisse en trouver. Ouais. Vous êtes inscrit à Pôle emploi? Ouais, Pôle emploi, il y a ça tout. Et vous Non. Il n'y a rien. Et j'ai beau envoyer des CV de motivation, ça ne fait rien. Mais vous voulez travailler dans quel secteur? De base, je suis horticole et j'ai envoyé partout dans les mairies, ils ne prennent pas. Mais si vous êtes prêt et motivé, dans l'hôtellerie, le café, la restauration, dans le bâtiment, il n'y a pas un endroit où je vais où je ne dis pas qu'ils cherchent des gens. Pas un. Non mais c'est vrai. Donc si vous êtes, il y a des métiers qui nécessitent des compétences particulières. Quand les gens les ont pas, on les forme, c'est pour ça qu'on investit. Mais après, il y a des tas de métiers. C'est aussi. Vous voyez, honnêtement, hôtel, café, restaurant. Je traverse la rue, je vous en trouve. Je veux simplement des gens qui sont prêts à travailler, avec les contraintes du métier. Ouais. Moi, personnellement, ça ne me pose pas de problème. Mais perdez pas de temps à m'écrire à moi. Je me rappelle jamais. Non, mais Vous faites une rue là, vous allez à Montparnasse, par exemple, vous faites la rue avec tous les cafés, les restaurants. Franchement, je suis sûr qu'il y en a un sur deux qui recrute en ce moment. Donc allez-y. Bonjour Manon Mahler. Bonjour. Est-ce qu'il suffit de traverser la rue pour trouver un emploi aujourd'hui? C'est un peu plus compliqué que ça, mais quand même, il y a un fait qui est là, c'est qu'il y a plus de 200 000 emplois non pourvus et à côté, il y a des demandeurs d'emploi qui sont à la recherche d'un emploi. Alors, justement, c'est plus compliqué que ça. Je précise que vous suivez les questions du droit du travail et des négociations et des questions sociales au service économie et au service France du Figaro Économie. Précisément, on se dit il y a d'un côté 9% de chômage aujourd'hui et il y a plus de 200 000, certains vont dire jusqu'à dire 250 000 emplois non pourvus. D'abord, est-ce que ces 250 000 emplois non pourvus, on pourra les pourvoir aujourd'hui? Alors, il faut savoir que... Surtout quand on voit les 9% de chômage. C'est tout, en fait, c'est une situation un peu troublante et assez paradoxale. Il faut savoir que déjà, les emplois non pourvus sont recherchés dans de nombreux secteurs. Donc on a la restauration, des secteurs qui recherchent la main-d'œuvre qualifiée ou non qualifiée. On a la restauration, on a le secteur de l'informatique, le métier de bouche, les chauffeurs routiers, l'aide à domicile. Enfin, dans de nombreux secteurs, on est à la recherche d'une main-d'œuvre qualifiée ou peu qualifiée. Donc a priori, quand on regarde ça, qualifié ou non qualifié, on peut se dire qu'il y a un certain nombre d'emplois qui peuvent être pourvus, en tous les cas pour les gens qui ne sont pas qualifiés. Oui, alors après, il y a plusieurs barrières. Je ne sais pas si vous voulez que je rentre dans ces détails-là. Oui, parce qu'on voudrait comprendre. Il y a un problème d'inadéquation. Donc il y a plusieurs problèmes. Il y a une question d'inadéquation des compétences. Donc les chefs d'entreprise ne trouvent pas des personnes qui ont les compétences. Donc il y a une question de formation, des compétences techniques. Il y a aussi des problèmes de compétences, on appelle ça des soft skills, ce sont des compétences comportementales. Oui, les savoir-être. Les savoir-être, donc ça c'est quelque chose qui est aujourd'hui c'est-à-dire que c'est quoi? C'est des gens qui ne sont pas assez bien élevés, qui n'ont pas un relationnel qui leur permet de travailler? Notamment, la question du relationnel est souvent mise en avant. C'est pour, par exemple, dans la restauration ou, je ne sais pas, moi, l'aide à domicile, il faut quand même avoir un relationnel assez accepter de servir les gens, en fait. Accepter d'être courtois, etc. Enfin, bon, il y a plein de problématiques comme ça qui se posent. Rédhibitoire, ces obstacles à l'emploi aujourd'hui. C'est compliqué. C'est compliqué. À Pôle emploi, par exemple, ils développent de plus en plus de formations, d'ateliers, entre guillemets, soft skills, pour conférer aux individus ces compétences comportementales et moins techniques. Resociabiliser les individus. Voilà. Donc on peut imaginer que si on resociabilise les personnes, on pourra quand même pourvoir un certain nombre d'emplois, notamment sur le boulevard du Montparnasse, comme le disait Emmanuel Macron. Oui, il n'y a pas que ces questions de compétences aussi, d'adéquation et d'inadéquation, il y a aussi la question de la pénibilité de l'emploi. Il y a des secteurs qui ont une forte pénibilité de l'emploi et qui sont peu attractifs. Donc il y a certains chefs d'entreprise, notamment je reviens à la restauration, qui essaient d'attirer en fait et de fidéliser les salariés pour qu'ils restent.
Parce que je pense, je ne sais pas, le métier, que ce soit le métier de serveur ou les personnes qui sont à la plonge, il faut arriver à les fidéliser et leur donner des conditions, sinon des conditions de travail, au moins des rémunérations ou bien des possibilités de repos qui sont plus intéressantes qu'ailleurs. C'est en tout cas une question qui se pose. Aujourd'hui, on a vu les secteurs les plus en souffrance. On a parlé justement du chiffre du chômage, 9%, donc c'est un léger recul. On a souvent flirté avec les 10%, voire plus. Le gouvernement, lui, a des objectifs en la matière. On parle de 7%. Alors, c'est plus trop un objectif, en fait, c'est une ambition d'atteindre 7%, parce que quand même, c'est un sujet hyper sensible. Donc, on ne va pas fixer un objectif. On ne va pas se retrouver dans la même situation que François Hollande en conditionnant la réussite de sa politique à un chiffre. L'inversion de la courbe du chômage, et exactement. Donc, on fixe un peu, enfin, on ne fixe pas, c'est une ambition qu'on aimerait atteindre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce gouvernement-ci, mais comme les autres, mise vraiment sur des réformes très structurelles. Donc, il va falloir attendre quelques années avant que ça produise ses effets. Oui, c'est une des questions que je voulais vous poser. C'est justement, on a vu, et ça fait couler beaucoup d'encre, mis pas mal de gens dans la rue. Il y a eu de la volonté d'assouplir les conditions de travail et la législation sociale dont vous dites dans un article qui est absolument passionnant et qu'on recommande justement sur la possibilité de baisser durablement le chômage de masse. Vous dites que justement les conditions du droit du travail peuvent être un obstacle aujourd'hui à l'emploi. Ma question, peut-être avant d'y revenir, c'est est-ce que justement les mesures qui veulent assouplir le droit du travail, comme les lois El Khomri ou les ordonnances de Pénicaud, ont eu un effet sur le chômage et sur le niveau du chômage aujourd'hui et sur le niveau de l'emploi? Est-ce que ça donne confiance aux patrons pour aujourd'hui embaucher? C'est un peu tôt pour le dire en fait, parce que ce sont des réformes qui ont, si elles ont un effet sur du moyen terme, donc dans quelques années, surtout les ordonnances Macron. Le gouvernement a souvent dit oui, ça y est, les employeurs, les entreprises n'ont plus peur d'embaucher. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est plus la peur d'embaucher, mais c'est la peur de ne pas trouver des compétences, je tiens à dire, qu'on observe du côté de pas mal de chefs d'entreprise. Mais c'est un peu tôt pour dire oui, ces ordonnances ont eu un impact réel sur l'emploi. Après, il faut savoir que ce soit en Allemagne ou en Espagne, ou dans d'autres pays européens qui ont réussi vraiment à s'attaquer à cette question du chômage, il y a des réformes qui ont été faites, réformes du marché du travail qui ont été faites. Je pense en Allemagne aux lois Hartz, voilà. Donc c'est les réformes de Gerhard Schröder dans les années 2000. Voilà, qui ont boosté la compétitivité des entreprises. En Espagne, en 2012, donc en pleine crise, ils ont également entrepris des réformes pour assouplir un peu les conditions autour du CDI. Donc il n'y a pas non plus de miracle. C'est vrai qu'une réforme du marché du travail, ça peut déboucher quand même, ça peut avoir un impact positif sur l'emploi. Donc vous dites quand même que dans les pays où on assouplit finalement le droit du travail au détriment quand même du salarié, la courbe du chômage, ça s'est ressenti sur la courbe du chômage. On regarde, moins 30% le chômage en Espagne, moins 40% au Portugal, alors qu'en France, le chômage, lui, n'a baissé que de 10%. Une dernière question, d'ailleurs. Vous parliez d'ambition, le gouvernement parle d'ambition pour ces objectifs qu'il refuse d'assumer comme tels pour le chômage, 7%. Le mot ambition paraît bizarre quand on regarde quand même les chiffres dans les pays étrangers. 4,4% au Royaume-Uni, moins de 4% aux États-Unis. On parle même de 3,4% en Allemagne. Oui, alors le mot ambition paraît bizarre. De toute façon, on ne peut pas répondre par oui ou par non dès aujourd'hui. C'est une question qui reste ouverte et il y a plusieurs raisons. Il y a des raisons conjoncturelles. Il faut qu'il y ait une bonne croissance. Tout dépend aussi du nombre de personnes qui arrivent sur le marché du travail. Donc voilà, ça c'est propre à chaque pays. Et puis, on parle d'ambition parce que ce gouvernement, comme je vous disais, a mis sur la table des réformes très structurelles. Il fait le pari que ces réformes qui visent à renforcer la formation professionnelle pour une montée en qualification des individus paiera. Il mise donc sur ces ordonnances Macron, donc on verra ça dans 2-3 ans, ordonnance Pénicaud, Macron, comme vous voulez, sur la réforme aussi de l'apprentissage pour permettre en fait aux entreprises
pour qu'il y ait une adéquation plus rapide entre les besoins des entreprises et les compétences des individus et des jeunes. Donc il y a toute une machine qui s'est mise en route. Maintenant, on verra. Eh ben on va continuer à regarder ça. Merci Manon pour ces premières précisions. Je renvoie donc justement à cet article que vous avez écrit, ce long dossier, on appelle la page intelligente au Figaro d'ailleurs, et d'ailleurs c'était non seulement intelligent mais très intéressant. Vous expliquez notamment pourquoi l'impact que peut avoir la croissance également et l'impact que peuvent avoir les nouveaux arrivants sur le marché du travail, sur la baisse du chômage. C'est passionnant et c'est à retrouver sur le Figaro.fr, bien sûr, à la rubrique économie. Il y a autre chose en ce moment. Il y a un bras de fer entre le MEDEF et le gouvernement. En cause, une promesse de campagne d'Emmanuel Macron, la mise en place d'un bonus-malus sur les contrats courts. Autrement dit, une augmentation des cotisations des entreprises à l'assurance chômage sur des CDD ou des contrats d'une durée très réduite, souvent de moins d'un mois. La mesure est notamment défendue ardemment par la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Aujourd'hui, il y a 80% des emplois, c'est des CDD de moins d'un mois qui sont proposés. Alors, on a compris le point de départ, Muriel Pénicaud. Il y en a un tiers, c'est un jour. Il y a des employeurs, pas tous, mais certains, qui ont, et notamment dans certains secteurs d'activité, qui ont commencé à dire, finalement, la personne a l'assurance chômage, et moi je l'appelle, vous pouvez venir demain ? On a réinventé les journaliers. Moi, ça me scandalise, parce que quand c'est la même personne, et 7 fois sur 10, c'est la même personne qui est rembauchée pour le même job. Muriel Pénicaud, la même personne. votre ligne rouge, c'est de la précarité. D'une façon la ligne ou d'une autre. rouge, c'est qu'il faut plus d'emplois, mais mieux d'emplois. Bonjour Luc-Éric Krief. Alors, je précise que vous avez le bras dans le plat. Ce n'est pas l'effet des négociations avec les partenaires sociaux, mais c'est parce que vous avez eu un accident domestique. Et on vous remercie d'être présent sur notre plateau et d'avoir accepté de venir. Vous êtes au bureau du MEDEF Île-de-France et vous êtes chef d'entreprise et une figure incontournable, notamment dans l'industrie de la plasturgie. On vient d'entendre Muriel Pénicaud, le MEDEF a claqué la porte il y a une quinzaine de jours face à la volonté du gouvernement d'imposer ce fameux bonus-malus, qui était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron sur les contrats courts. Est-ce qu'il y a des contre-propositions cette fois-ci ? Alors, moi, je ne vais pas parler, si vous voulez, de ce qui se passe au niveau du MEDEF national. Je vais parler de manière beaucoup plus générale au niveau de la lutte contre le chômage et de ce qu'il me semblerait nécessaire de faire pour pouvoir résorber de manière très sensible le chômage. Alors, est-ce que vous manquez de main-d'œuvre, par exemple, dans votre entreprise ? Oui, incontestablement. De la main-d'œuvre qualifiée, on en manque, que ce soit en plasturgie, des chaudronniers, on n'en trouve plus, des soudeurs. C'est des métiers qui sont très compliqués aujourd'hui à trouver et qui n'attirent absolument plus les jeunes. D'ailleurs, si on regarde de manière beaucoup plus générale, au niveau de l'industrie, c'est devenu le parent pauvre de l'activité économique en France. Alors comment on fait justement par rapport à ça ? Est-ce que aujourd'hui il y a un problème au niveau notamment de la formation, au niveau de l'apprentissage qui est très décrié ? Qu'est-ce que, même si vous ne parlez pas au nom du MEDEF, mais vous êtes administrateur d'un MEDEF régional, est-ce qu'il y a des initiatives qui sont prises par des MEDEF territoriaux ? On en parlera peut-être. Est-ce que vous poussez justement à ce qu'il y ait une réforme de l'apprentissage, que l'apprentissage soit mieux considéré en France, notamment ? Alors, on essaie d'intervenir sur 2 axes. Le premier, c'est d'abord une véritable, un échange, un partenariat entre l'éducation nationale et les chefs d'entreprise. Il faut que les chefs d'entreprise fassent connaître leur métier, fassent connaître leurs besoins, puissent dialoguer avec l'éducation nationale, de manière à ce qu'on ait une adéquation entre les formations et les besoins futurs des chefs d'entreprise. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, il y a une charte qui a été signée notamment sur l'apprentissage et comment redonner ses lettres de noblesse à l'apprentissage. Pendant de très nombreuses années, quand on regarde ce qui s'est passé en Allemagne et ce qui continue à se passer, même si l'apprentissage a tendance à baisser en Allemagne, la France n'était pas du tout promoteur de la filière apprentissage. C'était considéré comme une voie de garage, entre guillemets, et une voie un petit peu noble de ce que devait être la formation des jeunes. Aujourd'hui, je vous pose une question, Luc-Éric Krief. Si un jour un de vos enfants vous dit « Papa, j'ai pas envie de faire HEC, j'ai pas envie de faire une prépa pour être chef d'entreprise ou pour reprendre, mais j'ai envie de faire un CAP apprentissage », vous le prenez comment ? Avec très bien. Très bien, en fait. Non, mais moi j'ai 4 enfants de 17 ans jusqu'à 32 ans. Donc chacun a fait des études très différentes. Moi, si demain j'ai un enfant qui me dit écoute, papa, je veux faire un CAP de pâtissier, vas-y, c'est son avenir, c'est pas le mien. Moi, mon avenir, il est derrière moi. En tout cas, il est plutôt bouché, il est sur quelques années. Mon fils ou ma fille, s'il choisit ou si elle choisit une orientation qui va lui plaire, dans laquelle elle va s'épanouir, il faut au contraire les encourager. L'apprentissage est une voie noble. On apprend un métier, on se perfectionne et on est directement opérationnel. Donc c'est quelque chose qu'il faut promouvoir. C'est pas quelque chose qu'il faut détester, bien au contraire.
Chez vous, il y a des possibilités de CDI ou c'est que des contrats courts? Alors moi, je prends essentiellement des CDI, pas de contrats courts, pas de CDD. Vous êtes formidable. Non, je vais vous dire, c'est pas formidable. Il y a d'abord eu une réforme. Que des contrats courts. Non, mais il y a une réforme. D'abord, premièrement, au niveau du CDI, vous avez aujourd'hui des périodes d'essai, alors qui sont plus ou moins longues. Oui, qui peuvent monter jusqu'à 8 voilà. mois. Vous avez jusqu'à 1 an, globalement, vous vous séparez du salarié. Si ça ne va pas, vous faites un licenciement, ça ne vous coûte rien, ça commence à coûter à partir de la première année. Il y a eu effectivement également au niveau des lois El Khomri et M. Macron, ce qu'il a voulu faire, c'était sur le plafonnement au niveau des indemnités des CPH, le Conseil des prud'homaux, même s'il y a eu une jurisprudence, puis vous savez qu'il y a 2 CPH qui ont remis en question les plafonnements. Voilà. Donc voilà, il y a des choses qui sont à revoir, mais en France, on est toujours en train de faire et défaire. On essaie de faire progresser et en même temps, on fait 3 pas en arrière parce qu'il y a des juges qui sont toujours un peu mieux informés que les autres. Mais ceci étant, je pense qu'aujourd'hui, le CDI n'est pas un obstacle. Ce qui est un obstacle, c'est de trouver l'adéquation entre le poste que l'on recherche et la personne qui recherche un poste. Et on a tendance, au niveau des chefs d'entreprise, contrairement aux anglo-saxons, à chercher la perle rare, le mouton à 5 pattes. C'est-à-dire que quand on embauche quelqu'un, on veut typiquement qu'il rentre dans un tunnel ou dans un carcan de prédisposition. On ne regarde pas les compétences intrinsèques de la personne et voir si cette personne peut être adaptive à un autre poste, ou en tout cas à ce dont on a besoin. On devrait avoir beaucoup plus comme... On ne regarde pas assez le potentiel. Voilà, exactement. Et si vous voulez, il faut qu'on change un petit peu ce paradigme qui fait qu'à un moment donné, quand on va embaucher quelqu'un, il faut qu'on regarde si la personne est capable d'évoluer ou pas dans le poste qu'on a à pourvoir. Je reviens sur l'affaire des contrats courts. J'ai vu que vous ne me répondiez pas, mais c'est quand même une affaire qui est assez structurante quand on parle aux dirigeants du MEDEF en ce moment, à tous les dirigeants, que ce soit les responsables, que ce soit les administrateurs, c'est quand même quelque chose qui revient. On sent que l'affaire des contrats courts n'est pas passée. On a cette idée quand même qui est notamment défendue par le prix Nobel d'économie, qui explique que les allocations chômage viennent souvent de la fin des contrats courts. Qu'est-ce qu'on peut faire pour justement éviter cette précarité, qui peut rassurer les salariés? Mais il y a des choses très très simples. D'abord, vous savez qu'en France, on est passé sur les prélèvements obligatoires au niveau des entreprises à un niveau le plus élevé au niveau européen. C'est une aberration. La deuxième chose, on a tout ce qui est élément de production. Il faut baisser la fiscalité des entreprises. Il faut baisser pas que la fiscalité. Il y a plein de choses, plein de taxes, la CVAE, la C3S, la CFE. Si vous ne donnez pas la traduction, on est complètement... Bon, ce sont des taxes, en fait, si vous voulez, qui sont assujetties sur les outils de production et sur la main-d'œuvre. D'accord, très clairement. Voilà. Donc, si vous avez la CVAE qui est supprimée... Pardon, je vous coupe, mais si on baisse les cotisations patronales, c'est par exemple, ça serait peut-être une solution pour l'embauche. Ah, mais je pense que c'est une nécessité. Tout le monde aujourd'hui fustigie le CIE en disant qu'on fait des cadeaux aux entreprises. On entend partout, c'est 40 milliards, c'est 20 milliards demain. C'est pas un cadeau. Tout simplement, nous avons la fiscalité, le niveau de taux de prélèvement obligatoire les plus élevés en Europe. Donc, le CIE permet de rebattre les cartes et de redonner un petit peu plus de compétitivité au niveau des entreprises. On est très loin. Juste, je vais faire une petite comparaison. Nous avons encore 12 points d'écart de compétitivité par rapport aux entreprises allemandes. Donc, si on baissait les niveaux de charges sociales, l'obstacle à l'embauche serait beaucoup moindre. Je vais juste finir, si vous me permettez. Le deuxième aspect qui me paraît important, c'est que si vous voulez embaucher en CDI, il faut avoir une profondeur sur votre carnet de commandes. Aujourd'hui, vous avez des donneurs d'ordre qui vont vous accompagner pendant 2-3 mois et qui vont vous mettre systématiquement en concurrence. Faisons comme les Allemands ou comme il se passe aux États-Unis, des contrats de partenariat avec les donneurs d'ordre. Quand j'ai un contrat, il n'est pas sur 3 mois ou sur 6 mois, il est sur de nombreuses années parce que j'investis dans le matériel, j'investis dans les compétences et à un moment donné, si je veux pouvoir embaucher en CDI, il faut que mon carnet de commandes me permette de dire j'ai l'adéquation entre les embauches que je fais et mon chiffre d'affaires que je vais développer dans l'année ou dans les 2 ans qui viennent. D'accord, donc là, c'est pas social, c'est plus au niveau commercial. C'est macroéconomique. Ouais, puisqu'on parlait justement des mesures qui avaient été faites lors du quinquennat précédent en faveur des entreprises, question, où est le million d'emplois qui avait été promis par l'ancien président du MEDEF, Pierre Gattaz? Il faut regarder, vous savez, c'est l'histoire du verre à moitié plein et à moitié vide. Je pense que si on n'avait pas mis déjà le CICE, on n'aurait pas 9% de taux de chômage, sachant que c'est très contestable. Parce que vous savez, 9% de chômage, c'est selon des critères qui sont très spécifiques et qui sont en fait les gens inscrits essentiellement en catégorie A ou qui auraient très peu travaillé. De manière plus globale, je pense qu'on est plutôt autour de 13-14% au niveau de taux de chômage, puisque vous êtes plein de gens qui sont sortis des catégories A, qui ne sont plus indemnisés et qui ne rentrent plus dans les statistiques. Donc si on remet les choses telles qu'elles doivent être, on est beaucoup plus autour de 13-14% de taux de chômage.
Si nous n'avions pas fait le nécessaire au niveau du MEDEF, je pense qu'on aurait aujourd'hui un chômage, que vous disiez tout à l'heure, à 9, qui serait réellement à 13%. Donc, mais enfin, on est loin on n'a pas atteint le million promis par Pierre Gattaz. Ah non, on n'a pas atteint le million, mais on a quand même créé des emplois. On n'est pas resté les deux pieds dans le même sabot, des emplois ont été créés. Il n'y a pas eu beaucoup de dégradation, alors qu'elle aurait été beaucoup plus importante si on n'avait rien fait. Donc le MEDEF et les chefs d'entreprise se sont impliqués dans le processus et on a embauché. Peut-être pas à la hauteur du million d'emplois tel que c'était prévu, mais je vous le répète, si on n'avait pas fait les mesures et si on ne s'était pas investi, c'était 1 million d'emplois en moins, de toute façon, sur le quinquennat de Hollande. Merci Luc-Éric Riff pour ces précisions et vous avez du mérite. En plus, avec votre bras qui est dans le plâtre, merci beaucoup pour ces précisions. On vous retrouve dans une deuxième partie parce qu'il y a plein de questions qui sont posées. Vous restez avec nous pour l'instant. Croyez-vous que le chômage puisse un jour durablement baisser en France? C'est la question qu'on vous pose sur Twitter, #Figaro Live, #LesDécrypteurs. Que risque le chômeur qui rate un entretien? Que risque celui qui refuse une embauche? Eh bien, tout a changé le 1er janvier dernier. C'est ce qu'explique, c'est ce que défend notamment le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux. On a beaucoup parlé de ce décret sur l'assurance chômage qui a été pris le 1er janvier. Mais ce qui est quand même stupéfiant, c'est qu'à chaque fois qu'on prend un décret, les gens considèrent que c'est plus dur. Est-ce qu'on peut s'arrêter juste une seconde sur ce fameux décret ? Avant, la situation était simple. Quand vous ratiez un entretien, vous ne vous rendiez pas à un entretien à Pôle emploi, vous aviez 2 mois de suspension. Après ce décret, c'est 1 mois. Donc est-ce qu'on a durci ou est-ce qu'on a allégé ? On a allégé. En revanche, quand vous refusiez une offre d'embauche, c'était là où la sanction était moins forte quand vous refusiez une offre que quand vous ne vous rendiez pas à un entretien. On a remis dans le bon ordre, la bonne logique. Bonjour Hervé Chaperon. Bonjour. On durcit pour ceux qui refusent une embauche, on assouplit pour ceux qui ratent un entretien. Vous avez dirigé Pôle emploi. Est-ce que cette mesure, est-ce que ce décret va dans le bon sens ? 2 choses. Il va dans l'axe de la moyenne européenne, car on était un pays qui ne contrôlait pas les chômeurs, c'est-à-dire que concrètement ne les contrôlait pas. Il y avait tout un arsenal, mais qui n'était pas appliqué. Et deuxièmement, oui, ça va dans le bon sens, mais ce n'est pas là que se situe le vrai problème du chômage. Ce n'est pas parce que vous contrôlez les chômeurs que vous allez créer de l'emploi. Et alors, puisque vous avez, moi, interviewé... Où est-ce que se situe le problème, selon vous ? C'est intéressant, parce que vous avez quand même dirigé l'institution qui est chargée de lutter contre. Je pense que le problème ne se situe pas là. Là, c'est une mesure à la marge. Je crois qu'il y a 4 grands points à développer si on veut s'en sortir. Premier constat, ça fait 40 ans que ça dure. Ça fait 40 ans qu'on est dans un concept qui s'appelle le traitement social du chômage, et on est le seul pays européen qui avons développé ce concept-là, et nous sommes le pays européen qui réussissons le moins. Donc le traitement social du chômage, ça consiste à notamment subventionner des emplois. À faire par exemple les contrats aidés qui seront définitivement supprimés à la fin de l'année. C'est-à-dire que, si j'exagère, on crée fictivement de l'emploi. Entendu. Donc, quand Luc-Éric Riff parle justement tout à l'heure d'un taux réel de chômage qui sera à 14% plutôt qu'à 9%. Ça me paraît exagéré. Ça vous paraît exagéré. Ça me paraît exagéré. Mais vous êtes d'accord avec l'idée que ce serait plus que 9% en tous les cas ? Ça serait évidemment plus de 9% en tous les cas, mais alors en contrepartie, il faut quand même dire que combien coûtent les politiques de l'emploi en France par an ? Et combien elle rapporte ? Le rapport, c'est qu'on dépense pour la lutte contre le chômage plus de 110 milliards par an. Et le problème qui se pose... Et ça ne rapporte rien. Voilà. Pour quel résultat ? Moi, je peux vous décomposer en 30 secondes. Vous avez 35 milliards d'allocations chômage. Vous avez 35 milliards de formation. Vous êtes à 70 milliards. Vous avez 40 milliards d'allègement de charges. Vous avez passé le cap des 100 milliards. Tous les frais d'organismes, entre Pôle emploi, les maisons de l'emploi, les missions locales et autres, vous êtes à un petit 10 milliards. Vous êtes donc à 120 milliards par an. Pour quel résultat ? Et ça fait 40 ans que ça dure. Alors, question inverse. Est-ce que vous pensez que si tous nos chômeurs vont vont suivre des formations accélérées, on pourra pourvoir les 250 000 emplois qui manquent dans la boucherie, la viticulture, la chaudronnerie ou l'informatique de pointe ? Écoutez, moi oui ou non ? Mais le problème, c'est la formation. Ce que je sais, c'est qu'il faut réarmer notre système éducatif.
À quoi sert un système éducatif? Certes, à vous former et à être dans les sphères de l'abstraction. Développer l'apprentissage. Vous avez un système éducatif, et là je vais revenir à la réponse de votre question, qui depuis les années 76 fait sortir 150 000 jeunes sans aucune formation et donc sans emploi, et que rien ne bouge en 45 ans, vous êtes quand même en droit de vous poser la question sur l'efficacité du système éducatif. Donc je vous repose ma question parce que peut-être que les internautes l'ont oublié. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que vous mettez en cause donc un système qui date de 1976, qui est de ma naissance, donc, mais qui est celui du collège unique, et vous mettez en cause le fait qu'on passe tous par les mêmes filières et la fin de l'apprentissage et le fait que l'apprentissage est décrié. Donc, et j'ajoute, quand vous dites qu'il faut réarmer le système éducatif, c'est que l'apprentissage, le travail manuel est complètement sous-valorisé. Donc il faut revaloriser le travail manuel. Absolument. Vous allez me dire sur le modèle allemand, sur le modèle suisse, qu'on entend, etc. Pourquoi ne le fait-on pas aujourd'hui? Alors on commence à le faire. Quelle est la rupture du présent quinquennat avec tout ce qui s'est passé avant? C'est qu'on a une approche globale désormais de la notion de travail. Ordonnance sur la libéralisation du travail. Bon. Ça va dans le bon sens pour vous? Évidemment que ça va dans le bon sens. Un assouplissement du droit du travail, mais qui reste quand même peut précariser les salariés, ça va dans le bon sens? Oui, enfin, non, il ne précarise pas les salariés comme en Angleterre, voire comme en Allemagne. En Angleterre, on vous appelle pour un boulot pour 1 heure. Hein, ça, en France, c'est quand même pas possible. Donc, gardons raison. Premier, le triptyque, c'est quoi? Ordonnance pour libérer le travail, c'est fait. Deuxième, la loi sur la formation professionnelle, on pourra en parler, qui est votée et qui se met en place. On est passé d'un marché, depuis 40 ans, à l'individu. Et ça me paraît particulièrement bénéfique. Et puis, troisième chose, c'est l'assurance chômage. Comment rendre notre système d'assurance chômage incitatif à la reprise d'emploi, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Donc il faut le rendre dégressif, selon vous? Alors, on peut y mettre de la dégressivité, bien sûr. On peut réfléchir sur ceux qui ont plus de 50 ans et 3 ans d'indemnisation. Aujourd'hui, le chômage baisse très légèrement, mais il y a 2 préoccupations majeures qui subsistent. Chômage des jeunes, qui quand même est de l'ordre de 20%. Outre-mer, 50%. Vous mesurez 50%. Et puis, le chômage de longue durée, c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui quasiment la moitié des chômeurs qui sont au chômage depuis plus d'1 an. Et c'est eux qui sont le plus difficilement évidemment employables. Voilà. Je vous interromps parce qu'on a Denis Gravouille au téléphone. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, bonjour. Oui, je vous entends très bien, Denis Gravouille. Bonjour. Vous êtes le monsieur négociation sur le chômage à la CGT. Quelles sont vos propositions, justement, demain pour les discussions avec le MEDEF et avec les organisations patronales? Il y a beaucoup de propositions. Quelques-unes, les propositions phares. Il y en a plusieurs. Parce que je vais vous quand même le dire, parce que d'abord, il y a une des questions qui concerne l'emploi. Quand j'entends tout ce qui s'est dit avant, on a tout essayé et maintenant on va continuer. Encore de la précarité, encore de l'austérité, encore des baisses des droits des chômeurs. Ça va permettre de créer des emplois. C'est totalement faux. Qu'est-ce que vous proposez à la CGT, Denis Gravouille? On propose 2 choses. Qu'il y ait une véritable politique d'emploi, avec des investissements dans les industries d'avenir, dans les services publics au lieu de détruire les emplois. Ça, c'est une première chose, parce que imaginez qu'on va forcer les gens en leur supprimant les allocations à trouver des emplois qui n'existent pas, ça ne va pas marcher. D'autre part, deuxième chose, sur l'assurance chômage, il y a un abus du recours à la précarité d'un grand nombre d'employeurs qui ne veulent rien entendre. Et ça, c'est une vraie question. Là, quand on voit le cirque qui est fait de la part du patronat qui, malgré tous les cadeaux, CICE et autres, n'a créé aucun emploi, contrairement à ce que disait le monsieur du MEDEF, il faut instaurer un système de malus. Nous, on ne propose pas de bonus-malus, on propose un malus, c'est-à-dire une surcotisation patronale sur les contrats courts. Et en particulier, ce qu'on propose, la particularité de ce qu'on propose, c'est que ce soit acquitté par les donneurs d'ordre plutôt que par les sous-traitants. Quand on a sur un gros chantier
une très grosse boîte du BTP qui fractionne les chantiers par lot et qui en fait porter l'embauche de précaires par des sous-traitants à plein de niveaux, ou qu'une très grosse boîte du style, une très grosse franchise fait porter la précarité par des petits franchisés qui eux-mêmes ont du mal à se payer, il faut faire payer le donneur d'ordre et pas les petits patrons qui ont du mal à eux-mêmes parfois à se payer dans certains cas. On a entendu Denis Gravouille. Une autre question, je vous demande une réponse rapide. Est-ce qu'il y a une mesure qui a fait gagner énormément, qui a permis la création d'énormément d'emplois, notamment en Allemagne, on parle de 800 000 à 1 million, et une mesure qui est, là je vous parle pour avoir fait un certain nombre d'interviews et d'avoir entendu un certain nombre de témoignages dans les manifestations et des mobilisations des Gilets jaunes, qui est la baisse des charges patronales. Est-ce que vous seriez favorable à cette baisse des charges pour relancer l'emploi, qui pourrait bénéficier à la fois aux patrons et aux salariés? Eh bien non, parce que ce ne sont pas des charges, ce sont des cotisations, c'est du salaire différé. Quand on dit baisse des charges, c'est à la fois une baisse de droits, c'est des suppressions, c'est ce qui est en train de se passer d'allocation chômage. Donc en fait, on s'enferme dans l'austérité, des suppressions sur les retraites et des suppressions sur la sécurité sociale. Donc nous, on est totalement défavorable à ça. Le résultat en Allemagne, c'est qu'on a 5 fois plus de travailleurs pauvres qu'en France, par exemple. Mais on a beaucoup moins de chômage. Merci beaucoup. Oui, mais on a un grand nombre de précaires et 5 fois plus de travailleurs pauvres. Donc on a transféré le problème. C'est en train de ce qui est passé en France. On transfère des emplois vers les emplois précaires. Merci Denis Gravouille. Merci pour ces précisions et pour justement nous en avoir dit un petit peu plus sur ce que vous aurez dans la musette demain dans les discussions avec le patronat. Et c'était intéressant et ça mérite débat. Merci d'avoir été en direct avec nous. Il y a une autre mesure qui peut faire polémique, c'est celle de la dégressivité des allocations chômage, c'est-à-dire la baisse des allocations chômage, notamment pour ceux qui sont assurés d'aller vite retrouver un emploi. C'est notamment la mesure qui est défendue par le Premier ministre Édouard Philippe. Je pense que dans certains cas, pas dans tous les cas. Je pense par exemple que pour ceux qui ont pardon pour ce terme, il est complètement barbare, mais une très forte employabilité, pour ceux qui ont des salaires qui sont très élevés, créer une forme de dégressivité, je ne parle pas de statut, mais une forme de dégressivité de l'assurance chômage peut avoir du sens. Manon Malher, on vient d'entendre, je voudrais juste vérifier un chiffre avec vous, puisque là on a parole contre parole, on a Luc Ericrive d'un côté et Denis Gravouille de l'autre. Est-ce que la mesure qui a été prise par François Hollande sur le CICE, le pacte de compétitivité, etc., a permis la création d'emplois? Est-ce que le patronat a créé des emplois? Je n'ai pas les chiffres exacts, mais il y a eu des créations d'emplois. Je ne sais plus jusqu'à combien on est monté. 250 000. 250 000, voilà. Donc, il y a eu des créations d'emplois. Il y en a eu, on est loin du million, mais il y en a eu 250 000. Donc ça, c'était ce que je voulais vérifier avec vous. 250 000, je ne sais pas. Peut-être, c'est le chiffre que j'ai en tête. Peut-être qu'on va... je vais faire peut-être réagir sur ce qui a été dit, mais il y a un certain nombre de commentaires qui ont été donnés par les internautes et je voudrais que vous réagissiez puisque c'est leur émission et c'est votre émission. Alsoum nous dit « Le chômage est un moyen d'ajustement et de pression sur les bas salaires. Faire baisser le chômage, c'est augmenter le SMIC. » On peut réagir? Oui, ah bah oui, ouais. C'est fait pour. Non, je pense qu'il n'y a pas du tout de corrélation entre la baisse du chômage et le SMIC. Voilà, c'est une vue, à mon avis, de l'esprit et c'est un raccourci qui est bien trop rapide. L'objectif, c'est quand même de diminuer le chômage. Regardez ce qui se passe d'ailleurs dans les pays où on est quasiment au plein emploi. En Suisse, les gens gagnent très bien leur vie. Le SMIC, le salaire minimum, il est largement dépassé avec des salariés qui sont ouvriers qui gagnent 2 800 € par mois, enfin, ou 2 800 francs suisses, peu importe. C'est beaucoup plus. Ah, c'est pas la même chose. Pas arrimé sur l'euro. Non, mais ceci étant, ils gagnent beaucoup mieux leur vie qu'en France, et vous avez d'ailleurs beaucoup de transfrontaliers qui vont travailler en Suisse parce que les salaires sont beaucoup plus importants. Oui, mais ce que disait Denis Gravouille tout à l'heure sur l'Allemagne, c'est vrai, les travailleurs précaires qu'il y a eu en Allemagne, ça a été quand même un vrai phénomène que l'on a pu observer. Vous avez une vraie pauvreté en Allemagne. Indiscutablement. Mais si vous voulez, je pense qu'il faut regarder les choses. Non, il faut les regarder différemment. Qu'est-ce que l'on veut? Est-ce que l'on veut baisser le chômage de manière durable ou est-ce qu'on veut maintenir effectivement une politique d'assistanat social? Si on veut maintenir une politique d'assistanat social, on va se retrouver exactement à ce que disait M. Gravouille de la CGT. C'est plus de fonctionnaires, on en a déjà plein partout. Donc on va encore créer plus d'emplois publics. On va plus avoir de salariés dans le public que de salariés dans le privé bientôt. Mais en plus de ça, on ne va pas du tout résorber le chômage. Pour que l'on ait effectivement une politique très agressive pour diminuer le chômage, il faut que l'on crée de l'emploi. Quelqu'un qui est en travail précaire, c'est quelqu'un qui travaille à proprement parler et qui est professionnellement performant pour trouver autre chose. Pardon, je vous coupe, Luc Ericrive, mais
justement, l'un des problèmes qu'on voit dans la crise des Gilets jaunes, ce n'est pas un problème de chômage, c'est un problème de gens qui ont des emplois et qui n'arrivent pas à vivre de leur travail. Donc, justement, la question du travail précaire se pose quand même, déjà avec acuité, même si on n'a pas... Les Gilets jaunes, il y a des revendications qui sont effectivement compréhensibles et d'autres qui sont purement du domaine sociétal. Sur ça, c'est un vrai phénomène. Non, mais c'est un véritable gens qui n'arrivent pas à vivre de leur travail. Si vous regardez beaucoup plus, quand vous entendez certaines revendications, c'est des gens qui vous disent « j'ai pas moyen de me prendre un deuxième abonnement téléphonique, j'ai pas moyen d'avoir une deuxième voiture ». On l'a entendu, mais l'histoire des dépenses contraintes, quand même, on l'a démontré ici même dans ce plateau, c'est quand même quelque chose qui a augmenté. Je suis d'accord avec vous, mais est-ce qu'il est logique aujourd'hui, quelqu'un qui a un double salaire, parce que dans un couple, vous avez peut-être 2 personnes qui touchent un peu plus que le SMIC, est-ce qu'il est logique de vouloir avoir un écran 55 pouces alors qu'en fait vous avez déjà une télé? Si vous voulez, il y a des revendications sociales, à mon avis, qui dépassent purement les aspects macroéconomiques. Il ne faut pas se tromper de débat à un moment donné. Romain, ce sera difficile de faire baisser durablement le chômage, nous dit-il, dans le sens où les entreprises ne veulent plus offrir du travail, les postes ne sont plus remplacés ou ils sont offerts en CDD ou intérim pour limiter les charges des entreprises. En tous les cas, pas dans l'entreprise de Luc Criff où on propose des CDI. Une réaction? Écoutez, moi, ce qu'on constate en France, c'est qu'on reste sur des vieux schémas du 19e siècle. Il y a les méchants patrons d'un côté, il y a les exploités de l'autre, il y a l'exploiteur, l'exploité et tout. Bon, il faut quand même un peu dépasser ces schémas-là. Moi, je ne sais pas si le patronat se sépare des CDI pour reprendre des CDD et autres. Bon, ce que je sais, c'est qu'il y a des branches d'activité qui... par définition, par essence, ont un travail pénible. Lorsque notre président de la République dit « moi, je traverse la rue et je vais vous trouver du travail », oui, bien sûr, dans la restauration, dans l'hôtellerie. C'est là où il y a la plus mauvaise convention collective, c'est là où on trouve les plus bas salaires, c'est là où personne ne veut aller. Bon, alors ça, c'est vrai que... Pour revenir à ce que vous disiez, monsieur, les 250 000, les 300 000 postes toujours disponibles, ils sont en partie dans les secteurs les moins rémunérés, les plus pénibles et autres. Bon. Et quand vous avez une allocation chômage qui est quand même la plus confortable d'Europe, est-ce que ça vous incite à aller dans les branches d'activité les plus pénibles? Mais l'amélioration des conditions est une vraie question. Voilà. C'est cette question-là des emplois les plus pénibles et donc qui ne sont pas pourvus. Et d'un autre côté, l'assurance chômage qui est quand même assez... le régime français est un des plus avantageux des régimes en Europe. Donc c'est une vraie question, c'est hyper tabou, ok, mais il faut bien la poser à un moment ou à un autre. Et ça, c'est un des points. C'est au lieu de se battre sur les contrats courts, qui me semble un faux problème de l'assurance chômage, c'est comment on peut rendre une assurance chômage incitative à la reprise d'emploi. Et ça juste une dernière question, vous qui avez été en charge de ces questions-là, qu'est-ce que vous préconiseriez justement sur les indemnités chômage aujourd'hui? Alors, sur mesures simples, parce que l'émission est terminée. Déjà, je parlais des 150 000 jeunes qui n'avaient aucune formation, qui sortaient et autres. On leur donne automatiquement, mais obligatoirement, une formation et une formation directe avec les marchés, les branches d'activité en tension. Autrement, ils n'ont pas d'allocation chômage. Point. Donc, vous avez déjà 150 000. Et ensuite, une autre, rapidement. Ensuite, il n'est pas normal, aujourd'hui, qu'on puisse avoir, à mes yeux, 3 ans d'allocation chômage. Donc, de réduire la durée de remboursement des allocations chômage. Pourquoi? Pour une raison simple. C'est que quand vous êtes 3 ans au chômage, vous commencez ou vous êtes inemployable. Il y a un taux d'inemployabilité qui est terrible. J'ajoute que ce que je dis là va à l'encontre de faire travailler les gens plus longtemps jusqu'à 62 ans, parce que quand vous avez 50% de chômeurs de longue durée et que pour des problèmes d'équilibre de retraite, vous augmentez le temps de travail, vous êtes en totale contradiction. Alors,
je vous propose, et je propose aux internautes, peut-être d'abord on refera un débat sur la question, de toute façon les discussions vont continuer, donc on reviendra sur ces questions-là, et pour les internautes, pour avoir un petit peu plus de matière à réflexion, bien de lire vos 2 livres, Pôle emploi, Autopsie d'un naufrage, rien que le titre ça donne envie de le lire, Emploi, tout va très bien, Madame la Marquise, c'est vos 2 livres, écrits sans concession et à lire sans concession. Merci d'avoir été avec nous, on retrouve également la page intelligente du Figaro, signée de Manon Malher sur le Figaro.fr, rubrique économie. Les débats continuent. Merci d'avoir commenté, d'avoir répondu à nos questions. Vous posez la question, croyez-vous que le chômage de masse puisse un jour durablement baisser en France? Et pour l'instant, vous êtes une légère majorité à répondre non, ce qui indique quand même un certain pessimisme sur cette question, mais on est quand même partagé, peut-être que vous aura fait évoluer pendant cette émission. En tous les cas, on l'espère. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec le talk. Yves Tréhard reçoit le maire de Nancy, Laurent Hénard. Cet après-midi, les héritiers d'Erita Mitsuko sont les invités du Figaro Live Music. C'est le groupe Minuit. Ce soir, dans un autre registre, Point de vue avec Guillaume Roquette sur l'actualité du jour. Le grand débat, on en retransmettra un, cette fois-ci en direct du Bouscat, dans la banlieue de Bordeaux. Et ce soir, Figaro Live est partenaire avec LCI et RTL pour retransmettre la grande explication présentée par David Pujadas et dont l'invité est le Premier ministre Édouard Philippe. Demain, les décrypteurs, ici même, avec Ariane Lecoeur. Et on revient sur les enfants et les écrans. À très vite sur Figaro Live.